Prochain sujet, le titre Science virale, comment la pandémie a mis la science à l'avant-scène. Donc, c'est un projet qui a été mené, je ne sais pas où ils en sont exactement là, dans la progression du projet, ils nous le diront sans aucun doute. Donc, mené par François Claveau, Jean Groy et Olivier Santerre. François est un membre régulier du CIRST et professeur au département de philosophie appliquée de l'Université de Sherbrooke, qui est aussi titulaire de la Chaire de recherche du Canada en épistémologie pratique. S'intéresse à l'épistémologie des groupes experts et à l'emploi des méthodes. En fait, il emploie aussi les méthodes computationnelles pour des sujets en sciences humaines et sociales, tout comme Jean-Hugues Roy, qui est aussi nouvellement membre régulier du CIRST et professeur à l'École des médias de l'UQAM. Il travaille sur des projets qui relient science et journalisme, et entre autres sur la transformation du milieu journalistique par le numérique. Finalement, a travaillé avec eux Olivier Santerre, qui est étudiant en informatique, si je ne m'abuse, à l'Université Laval et qui travaille aussi comme analyste au Bureau des initiatives numériques du CIRST. Donc, ces trois messieurs seront rejoints par Nathalie Pignard-Chenel avec qui ils vont discuter après la présentation de leur projet. Madame Pignard-Chenel est professeure assistante en journalisme numérique à l'Académie du journalisme et des médias de l'Université de Neuchâtel. Nous la saluons et la remercions d'être avec nous aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est François qui prend la parole, mais en tout cas, je vous laisse la parole, messieurs. Merci beaucoup, Daniel. Merci à tout le monde d'être là. Merci à Nathalie en particulier d'être avec nous. C'est moi qui vais parler en premier, mais Jean-Hugues, Olivier et moi, on va essayer de se passer la balle. On va essayer que ça se passe bien. Il y a effectivement un papier qui est terminé. Du moins, la première version est terminée. Donc, si vous voulez avoir le papier, ça va nous faire plaisir de le partager avec vous, d'avoir les commentaires. Notre étude porte donc sur la science dans l'espace médiatique québécois. On y va. Donc, ce qui nous a motivés, c'est que donc, plusieurs observateurs, incluant nous, en fait, là, avaient l'impression que la science était représentée différemment dans les médias pendant la pandémie. Ici, on a mis la citation de Rémi Quirion, qui est le scientifique en chef là, du Québec, qui disait dès le 25 avril, la science, en ce temps de pandémie planétaire, prend plus de relief. J'essaie de copier sa voix, mais je ne suis pas capable. En termes de visibilité dans la société, de pertinence et d'importance aux yeux des milieux de décision et du grand public. Donc, Rémi Quirion a dit ça, plein de monde a dit ça, mais on voulait voir si c'était encore juste un peu un biais qu'on avait, là, une forme de de côté myope qu'on a. Ah, c'est différent aujourd'hui, donc on voulait se poser ces questions. On s'est posé ces questions-là et on a trouvé des réponses. Voici les questions. Donc, c'est à propos de la science dans les médias durant la première vague, cette étude-là. Notre étude qu'on vous présente, c'est la première vague. Donc, est-ce que la science est plus présente? A-t-elle été plus présente? A-t-elle été représentée de façon différente? Et attirait-elle plus l'intérêt du public pendant la première vague? Donc, c'est l'étude qu'on vous présente aujourd'hui. Donc là, je passe la balle à Jean-Hugues. Oui, merci François. Alors voilà, avant de répondre à notre question, il faudrait se demander comment est-ce que quand les médias parlent de science, ils en parlent comment? D'abord, on a regardé ce que la littérature avait dit là-dessus, ce que les études de contenu avaient dit dans plusieurs pays d'ailleurs. Et il y a deux dimensions à cette revue de la littérature. On a regardé d'abord, on a trouvé plusieurs études qui mesuraient tout simplement le contenu dans l'ensemble des médias, quelle était la place de la science en termes de quantitatif, tout simplement. Et il y a d'autres études qui s'intéressaient à quand les médias parlent de science, comment ils en parlent. OK? Ça, je trouvais ça intéressant de regarder cette deuxième dimension-là. Parce que moi, j'ai été journaliste avant d'être à l'UQAM, de devenir prof. J'ai été journaliste pendant 25 ans, notamment dans des émissions qui traitaient de technologie et de sciences. Et puis c'est vrai, en y repensant, quand je faisais des reportages scientifiques, ben voilà, la science, on en parlait de façon, et j'aime bien l'expression que François avait, c'est de façon contemplative. C'est la science en elle-même. On regarde ce qu'elle fait de bien. Alors, voilà, c'est ce qu'on a constaté donc, dans la littérature. Les simples analyses de contenu mesuraient entre 1 et 4 en général du contenu des journaux est consacré à la science à travers les pays, dans le temps aussi, dans les dernières années du 20e siècle et les premières du 21e siècle. C'est une proportion qui reste à peu près semblable. Et quand on parle de science, des journaux, comment ils en parlent? La majorité des articles vont parler de santé.
vont beaucoup s'intéresser, vont beaucoup s'adresser aux lectrices, aux lecteurs, en leur proposant des articles sur voilà, leur santé, la nutrition. On appelle ça en anglais « News you can use ». Très peu d'articles, 20% environ, là, de façon générale, vont faire des liens entre la science et le reste de la société, avec la politique, avec la culture, l'économie. Donc, vont montrer la science comme étant utilisée comme justement un appui pour des politiques publiques. Donc, dans une proportion d'environ 20%. Et on a donc été chercher un corpus, deux corpus. Un premier est fait d'à peu près 900 000 articles des médias francophones, d'un peu plus de 100, entre 100 et 200 médias francophones québécois. On a d'ailleurs choisi exclusivement des médias généralistes. Donc, on a exclu les médias spécialisés, qui aient été spécialisés en sciences, en sport ou en économie. Hein. Donc, des journaux comme La Presse, hein, Radio-Canada, même des plus petits journaux locaux. On a puisé dans ce qui s'appelle l'Observatoire de la circulation de l'information, qui a été mis sur pied par un collègue de François, qui s'appelle Sylvain Rochelot, qui, depuis 2017, donc il ramasse tout ce que les médias du Canada publient, là, les fils RSS de ces médias. Donc, 900 000 articles. Et on a voulu pas seulement regarder les articles qui ont été publiés dans les médias, mais on a voulu également regarder qu'est-ce que ces mêmes médias publiaient dans leur page Facebook, dans les contenus Facebook là, qu'ils déposaient donc, sur leur page Facebook. Et on a un corpus d'environ 160 000 publications, des posts Facebook, qu'on a également ajouté à notre corpus. On est allé chercher ces posts Facebook-là avec un outil qui s'appelle CrowdTangle, auquel des chercheurs ont accès là, depuis quelques mois, oui. Et ça a ses limites, mais bon, ça nous permet quand même d'avoir non seulement le contenu textuel de ces publications-là, mais aussi les métriques qui y sont associées, c'est-à-dire les interactions, les partages que ces publications-là ont suscité, les commentaires qui sont associés à chacune de ces publications-là, ainsi que les réactions, hein, les likes, les petits cœurs, et ainsi de suite, donc que chacune a suscité. Et on a ensuite brisé ce corpus-là en différents sous-corpus. Et c'est ici, je pense, qu'intervient Olivier pour nous expliquer comment on a choisi, comment on a séparé ces différents sous-corpus. Je passe à la prochaine diapo, Olivier. Oui. OK. Donc, pour procéder à nos analyses sur les textes qu'on a fait en amont, c'est qu'on a étiqueté les articles à l'aide de 2 dictionnaires qui contenaient un petit nombre de mots. Donc, chaque article était étiqueté en fonction de la présence d'au moins une occurrence d'un des mots de nos 2 dictionnaires. Donc, on l'étiquetait COVID s'il contenait un des termes COVID et sciences s'il contenait un des termes de notre dictionnaire sciences et donc non-sciences et non-COVID s'il ne contenait aucun des termes. Donc, pour COVID, les mots qu'on a sélectionnés, c'était virus, COVID, SRAS-CoV et SARS-CoV. Donc, SRAS-CoV, je crois que c'est le nom du virus en français, si je me rappelle bien. Donc, on a décidé de prendre virus plutôt que coronavirus afin d'aller chercher les articles en janvier où on parlait parfois du mystérieux virus ou d'un nouveau virus en Chine. Et donc, évidemment, le fait d'utiliser virus, ça a généré certains faux positifs, par exemple le virus informatique, le virus du sida. Mais selon nos observations, ce nombre-là se perd dans la masse de nouvelles à propos du coronavirus. Donc, on a un graphique de la proportion d'articles qui a au moins une occurrence de ces termes-là entre janvier et juillet, parce qu'on peut voir, c'est qu'aux alentours de la mi-mars, là, on a près de 70% des articles qui a la mention d'un de ces termes. Donc, la deuxième étiquette, c'était celui de science. Donc, on s'est arrêté sur des parties de mots, donc science et chercheux. Ce qu'on voulait, c'est aller chercher avec science scientifique et chercheurs, chercheuses. Donc, au début, on avait aussi intégré le terme « étude », mais ce terme-là allait créer beaucoup trop de faux positifs, donc on l'a laissé tomber. Et donc, on s'est arrêté sur science et chercheurs. On a quelques faux positifs avec chercheux comme chercheurs d'emploi, mais encore une fois, ça se perd dans la grande masse des
articles qui mentionnent ces deux parties de termes-là. Donc, à toi la parole, François. Mini précision, François, si tu permets, que j'ai oublié de faire tout à l'heure quand je parlais du corpus. On a voulu, puis ça réfère à la question que tu posais aussi lors de la première présentation, on voulait comparer ce qui s'est passé pendant la période COVID avec ce qui se passait avant, comment les médias en parlaient. Donc, oui, précision importante, on a été chercher les articles et les posts Facebook durant les 6 premiers mois de l'année 2020, et on a fait la même chose durant les 6 premiers mois des 3 années précédentes, donc 2017, 2018 et 2019. Fin de la précision. Super, merci messieurs. Donc, on passe à nos résultats. Donc, la première question était, est-ce qu'il y a plus de science dans les médias en temps de COVID? La réponse était oui. Donc, on a justement utilisé le dictionnaire sur les 4 années, excusez-moi, et ça nous donne un graphique comme ça. Donc, je vais attirer votre attention sur 3 points ici. Le premier point, en fait, c'est que, étant donné notre méthode de détection, on détecte un taux moyen qui est plus élevé que ce que la littérature a détecté. Donc, comme Jean-Hugues le disait, c'est entre 1 et 4 des articles médiatiques là, qui portent sur la science habituellement. Ici, même l'année où il y en a le moins, qui est 2017, on est sur la borne supérieure, là, autour de 4,5 %. Deuxième point intéressant à regarder, c'est que peu importe la COVID, on avait une tendance à la hausse de la moyenne de la proportion d'articles scientifiques dans notre corpus de 2017 à 2019. Donc, vous voyez que les lignes vont en montant. Et le troisième, c'est le point important pour répondre à notre question, 2019 et tout particulièrement la période qui correspond à la première vague se démarque, donc avec des proportions d'articles 2020. scientifiques. 2020, excusez-moi, 2020, merci de me corriger, 2020, donc la période de la première vague se démarque comme où il y a une proportion d'articles où qu'on parle de science qui est beaucoup plus élevée que la moyenne des années précédentes. Donc ça, c'était la première question. Deuxième question, plus compliquée. Je repasse donc la balle à Olivier. Oui, ça se passe bien jusqu'à présent. Donc, oui, la deuxième série de questions qu'on a abordées dans notre article, ça concernait la manière dont était représentée la science dans les médias. Donc, s'il y avait une différence significative entre la période pré-COVID et la période COVID. Donc, notre première intuition, c'était qu'on avait affaire à quelque chose comme une science qui était présentée comme moins contemplative en période COVID, donc plus axée sur une résolution de problèmes dans les médias. Donc, ce qu'on a fait, c'est une analyse de spécificité sur les termes des paragraphes d'articles étiquetés sciences. Donc, on a fait une autre itération d'étiquetage sur les paragraphes. Donc, ces paragraphes-là contenaient au moins une occurrence de science ou chercheux. Donc, l'objectif, c'était de savoir quel terme était plus spécifique à chacun des corpus et permettait donc de les distinguer. Donc, on a décidé de se limiter seulement aux verbes dans les deux corpus afin d'éviter d'attraper des différences, disons, qui sont seulement sur le plan thématique. Si on prend des noms, ce qu'on a vu, par exemple, c'est qu'il va y avoir des mots qui ne nous renseignent pas, disons, sur la représentation de la science ou le travail des scientifiques, mais plutôt sur les thématiques qui ont été abordées dans les articles, dans les paragraphes qui parlent de science. On peut penser, par exemple, à hydroxychloroquine, qui sortait très fort en période COVID. Donc, ce qu'on a fait, donc, c'est qu'on a pris uniquement les verbes, mais lorsqu'on regarde du côté de COVID, donc à droite, le graphe en 2020, ce qu'on voit, c'est que notre stratégie n'a pas totalement fonctionné, étant donné que les verbes qu'on retrouve dans le top 10, du moins, sont vraiment associés à la thématique de la COVID. Donc, ce qu'on peut voir, infecter, contracter, transmettre, ouvrir, propager, contaminer, immuniser, tester. Donc, c'est tous des mots qui ont l'air liés à la thématique de la COVID, mais ne nous renseigne pas, disons, sur une représentation de la science. Donc, cependant, c'est quand on regarde du côté des verbes qui sont spécifiques à la période pré-COVID que là, on trouve de quoi de plus intéressant. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que si des termes sont spécifiques à un corpus, ça signifie qu'ils sont antispécifiques à l'autre corpus, donc qui, en quelque sorte, brillent par leur absence. Et qu'est-ce qu'on trouve dans ces termes-là, dans le top 10, encore une fois? On trouve des termes comme découvrir, aussi en quatrième position, intéresser. Donc, on fait une petite recherche utilisée dans des contextes comme
tel sujet intéresse les chercheurs ou des mesures sont prises pour intéresser les gens à la science. Et aussi, on peut voir, je pense en 7e position, le terme expliquer. Donc, notre interprétation, c'est que ces verbes-là sont associés à une conception plus contemplative de la science, donc ce qui corrobore notre hypothèse comme quoi la conception de la science aurait changé. Donc, peux-tu revenir à la précédente slide? Excusez-moi. Ouais. Donc, ce qu'on a vu ensuite, c'est qu'en regardant les termes qui sont spécifiques à la période COVID, on a vu qu'il y avait des termes qui étaient clairement associés à des actions du gouvernement dans sa lutte contre la pandémie. Donc, des verbes comme rouvrir, 4e position, fermer, tester, confiner. Donc, la question qu'on s'est posée, c'est celle de savoir si la science était davantage associée au gouvernement, aux actions du gouvernement en période COVID. Donc, on a utilisé une autre méthode pour répondre à cette question-là. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé une approche par dictionnaire. On est parti d'un dictionnaire d'analyse sémantique développé par Lucrel, qu'on a un peu modifié pour l'adapter au contexte québécois. Et donc, on a utilisé 3 catégories, soit la catégorie gouvernement, politique et crime et droit. Donc, dans ce dictionnaire-là, par exemple, dans le dictionnaire gouvernement, on a 70 termes, dont gouvernement, assemblée, maire, ministre, municipal. Politique, c'est plus près de la politique électorale. Donc, on a des termes comme voter, politicien, parti, élection, mais aussi des termes de politiciens, Trump, Trudeau, Legault. Et dans crime et droit, on a des termes comme crime, victime, prison, police, punir. Donc, ce qu'on a constaté en regardant la proportion de paragraphes qui contient au moins un de ces termes, c'est que la proportion en période COVID des termes associés, des paragraphes tagués gouvernement a augmenté, passer de 22,8% à 26,8%, donc une augmentation d'environ 20%. Donc, ce qui corrobore notre hypothèse comme quoi la science est davantage associée au gouvernement et à ses actions en période COVID. Donc, les deux autres, on a vu une légère diminution des 2 autres catégories, mais on n'a pas tiré de conclusion particulière à partir de ça. Donc, la dernière question qu'on s'est posée, c'est celle de savoir si la science était représentée comme plus incertaine ou associée à plus d'incertitudes. Donc, ce qu'on a fait pour répondre à cette question-là, c'est qu'on a développé un ensemble de règles en nous inspirant d'un système expert peer-reviewed. Et donc, afin d'identifier des phrases qui expriment l'incertitude. Donc, ici, on a fait un test de proportion sur les phrases plutôt que sur les paragraphes. Et donc, ces règles, parmi ces règles, on avait la présence de mots, par exemple, comme probable ou possible, ou aussi la présence de verbes au conditionnel. Donc, on étiquetait les phrases en fonction de ces règles-là. Et ce qu'on a remarqué encore une fois, c'est qu'il y a eu une augmentation. Donc, on est passé à 14,5% des phrases en période pré-COVID qui avaient un marqueur d'incertitude à 18,1% en période COVID, ce qui est une augmentation d'environ 25%. Donc, voilà pour ma partie. Merci, Olivier. Donc, rapidement sur la dernière question, donc est-ce que la science est plus populaire? Donc, ici, on utilise les publications Facebook, on regarde le nombre d'interactions. Donc, ça nous donne ça. Donc, il faut savoir que les interactions, c'est distribué, c'est des distributions à longue traîne. Là. Donc, il y a quelques publications qui ont sur lesquelles on a beaucoup d'interactions. Donc, on prend toujours le logarithme pour regarder les tendances centrales. Donc, ici, vous avez les 2 premiers, c'est les publications où il n'y a pas de science, donc avant la COVID, pendant la COVID. Donc, on voit en fait que les publications en général sur Facebook, dans des médias québécois, n'ont pas attiré particulièrement plus d'interactions en période de COVID. Tandis que ce qu'on voit ici, vous avez encore, ici, c'est les publications avec science aussi, mais avant COVID, pendant COVID. Et ce qu'on voit ici, c'est que déjà avant la COVID, les publications scientifiques avaient tendance à attirer plus d'interactions. Et il y a un effet COVID significatif. Donc, les publications sur la science en temps de COVID, c'est celle qui top le classement.
Oui, la science est plus populaire en temps de COVID. On a notre représentation à travers donc la pandémie. Donc, la première vague commence ici. Et il y a finalement 2 grands moments, donc de la mi-mars au début avril et de la fin avril au début mai, où il y a eu des publications scientifiques qui attiraient plus d'interactions sur Facebook. Donc, encore, il y a un effet première vague sur l'attrait de la science pour le grand public, du moins quand on la mesure par Facebook. Une chose qui ne change pas, c'est donc, c'est quoi les publications qui sont les plus populaires, qui sont liées à la science? Ben, c'est toujours à peu près les mêmes genres de choses. Donc, premièrement, je vous donne les 3 publications les plus populaires sur Facebook qui parlaient de science. La première, un nouveau-né testé positif à la COVID-19 le 16 mars. Donc, quand ça fait appel à notre petit instinct paternel ou parental. Deuxième post, c'est ce qui fait appel à l'espoir qu'on peut avoir. Donc, la colchicine, médicament prometteur, le 23 mars. Il faut savoir que la colchicine est encore en train de se faire tester à ce jour. Et le dernier, qui est le seul post, seule publication Facebook dans cette période-là qui a attiré beaucoup d'interactions, qui parlait de science, qui n'a pas rapport avec la COVID, c'est les fameux frelons meurtriers. Hein, donc, quand les publications touchent à la peur, ben, ça a tendance à générer plus d'interactions. Donc, ça, c'est une grande tendance qui perdure même en période COVID. Donc, je conclue rapidement. Est-ce que la science est plus virale en temps de COVID? Ben, on a découvert qu'elle est plus présente dans les médias, elle est plus associée à l'action gouvernementale, elle est plus discutée dans un contexte d'incertitude par les médias et elle est plus engageante auprès du public. Une chose qu'il faut noter aussi, c'est que cet effet COVID, ce n'est pas extrême. On parle de déplacement d'environ 20% sur chacune des dimensions. Donc, ce n'est pas comme si on était 3 fois plus ou quelque chose comme ça. C'est un mouvement dans la direction qui allait avec nos hypothèses de recherche, en fait, d'à peu près 20% chaque fois. Merci beaucoup. Merci, messieurs. J'invite Nathalie Pignard-Chenel de l'Université de Neuchâtel à réagir à votre présentation, vos résultats ou à faire part de recherches similaires qu'elle aurait menées aussi de son côté. Donc, la parole est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Bonjour de la Suisse. Ravie d'être avec vous maintenant pour discuter effectivement de cette recherche extrêmement intéressante. Alors, j'aurai plein de remarques, questions, mais je vais essayer de centrer sur quelques-unes. Comme Jean-Hugues, moi, je m'intéresse aussi beaucoup à la question des pratiques des journalistes, donc peut-être que certaines glisseront un peu dans les interprétations sur cette partie-là. Pour commencer, moi, j'avoue que j'étais assez étonnée le tout dernier point qui a été souligné, hein, qu'effectivement, il y a un effet, mais qui n'est pas si marquant que cela. Moi, je m'attendais à voir quelque chose de beaucoup plus manifeste. On avait l'impression d'avoir vraiment une saturation de l'espace médiatique sur cette question Covid pendant plusieurs semaines, voire mois, et qui finalement est peut-être pas si flagrant. Donc, je me demandais, et là, c'est un point un peu avec question plus de méthodologie, si la manière, donc vous expliquez bien toute l'approche méthodologique, vous l'avez refait là, tout en pointant aussi des possibles, pas biais, mais en tout cas le fait que peut-être de prendre que science et chercheurs, ça n'englobait pas tout. Est-ce que vous avez est-ce que potentiellement on peut faire un lien et se dire que peut-être il y a d'autres articles également qui auraient pu être intégrés qui ne le sont pas, ou si simplement effectivement, comme vous l'avez dit, l'augmentation elle est bien moindre que ce qu'on avait identifié. Donc ça, c'est une première remarque. Puis peut-être j'en glisse une deuxième tout de suite, puis je vous laisse répondre. Mais c'est que j'étais aussi étonnée de voir que l'étude des sciences, enfin, la couverture des sujets scientifiques était plutôt en hausse depuis 2017. Et puis là, ça me frappait en le mettant finalement, je trouvais que c'était aussi un peu à contre-pied d'une idée qu'on pouvait avoir, qui est celle d'un rétrécissement des rédactions, de moyens de moins en moins importants pour les journalistes, qui fait que, a priori, là où on va couper en premier, c'est sur les sciences, c'est peut-être sur des sujets qui peuvent paraître, entre guillemets, un peu plus périphériques. Voilà, peut-être juste pour commencer, deux remarques comme ça. Je ne sais pas si j'enchaîne ou si on fait plus des discussions. Non, mais on peut les laisser réagir. Puis, oui. Ouais. Oui.
François, voudrais-tu peut-être répondre à la première? Moi, je réponds à la deuxième. Super, oui. Donc, effet pas si marquant que ça. Bien entendu, quand je disais le 20 premièrement, le premier élément de réponse, c'est que l'effet, on parle de COVID, mais bien entendu, ça, c'est gigantesque. Quand on parle de 70 là, au moment qu'on rentre en contexte d'urgence sanitaire, 70 des articles médiatiques de mémoire de journalistes, là, de Jean-Hugues, ça s'est jamais vu, là, même n'importe quoi, là, le 11 septembre, nommez-les, là, les grands événements de mon vivant, là, ça s'est jamais vu ça. Donc, ça c'est très fort. Après, là, bien entendu, on pourrait avoir une autre définition de quand est-ce qu'on parle de science. On peut dire, à chaque fois qu'on parle de COVID, par exemple, étant donné que c'est un objet scientifique, c'est toujours de la science. Bien entendu, nous, vous avez vu, là, avec notre dictionnaire, c'est relativement spécifique. Il y a des mentions explicites là, de sciences scientifiques, ainsi de suite, chercheurs, chercheuses. On essaie différents trucs. Mais je vois mal là, comment ça pourrait être beaucoup plus que ça. Donc, ce qui montre, en fait, je n'ai pas montré ce graphique-là, mais après le début de la période, là, avant que ça devienne un vrai enjeu au Québec, quand on parle de COVID, on parle de science dans au moins 30 des cas. Okay? Mais ensuite, en contexte d'urgence sanitaire, la majorité des articles qui parlent de COVID, des fois, ils parlent de théâtre, parce que ça a aussi affecté le théâtre. Des fois, ils parlent d'enjeux culturels, d'enjeux politiques. Mais là, ça tombe à peu près 10 de ces articles-là qui parlent explicitement de science. Donc, ça se pourrait. On serait intéressé de tester d'autres métriques là, pour évaluer s'il y a plus de science qu'on trouve. Mais je pense que notre idée, il faut que ce soit explicitement sur la science ou les chercheurs, se défend relativement bien. Oui, puis pour répondre à ta deuxième observation, Nathalie, qui est très juste, effectivement, hein, la plupart des études montrent une baisse de la couverture de la science dans les médias de façon générale en raison des problèmes financiers des médias. Mais c'est ça, c'est le journalisme scientifique dont on voit de moins en moins de traces dans les médias. Nous, c'est pas ça, tu vois, c'est avec la taille de notre corpus, on n'a pas regardé comment le journalisme scientifique parlait de COVID, mais de comment le journalisme en général en parlait. Et donc, c'est pour ça, quand nos articles mentionnent science ou chercheuse, ça n'en fait pas nécessairement des articles de journalisme scientifique. C'est simplement des articles dans lesquels il est question de science. On mentionne ces expressions, tout simplement. Donc, ce n'est pas exactement la même chose. J'ai vu deux mains levées, mais est-ce que vous vouliez réagir, Julien et Émilien, à ce dont a été discuté, ou si on laisse Nathalie terminer son intervention? OK, Nathalie, vous pouvez Peut-être je vais rebondir justement parce que c'était une autre... alors là, c'est quelque chose qui n'est pas abordé en tant que tel dans l'article et qui m'intéresserait ou pour lequel j'aurais peut-être envie d'avoir. Peut-être que vous avez déjà un peu des pistes, des hypothèses là-dessus. C'est est-ce que vous avez imaginé peut-être dans une deuxième étape tester aussi justement le type de médias? Parce que finalement, il y a, je ne sais plus, 100 et quelques médias. C'est des médias généralistes, mais il y a malgré tout des médias nationaux, locaux, régionaux, enfin, etc. Est-ce qu'il y a, selon vous, des différences en fait dans le traitement de ce sujet-là à cette échelle? Est-ce que ça peut être quelque chose d'intéressant à prendre en compte? Et je me faisais aussi la réflexion en fait par rapport à Facebook et au fait, vous l'avez dit, hein, que sur Facebook, on a une concentration de l'engagement sur quelques posts, peut-être de médias un peu emblématiques, une grosse communauté et autres. Mais peut-être ça pourrait être intéressant aussi là d'aller voir par type de médias ce qui se passe. Je ne sais pas si vous l'avez imaginé ou si c'est potentiellement une piste que vous pourriez Absolument. C'est une excellente proposition. On ne l'a pas faite dans cette première étape-là, mais tout à fait, ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait envisager dans une deuxième étape. Parce on l'a cette information-là. Qui a publié quoi, là? Mais il faudrait classer ensuite médias nationaux, régionaux, télé, journaux et ainsi de suite, là. Parce qu'on voit ici, vous voyez, quand même, donc on a 200 plus médias, mais les gros, c'est eux qui produisent. Là, donc la presse, le Journal de Montréal, vous voyez, ça, c'est en ordre de contenu produit, là, qui ont aussi donc des grosses quantités publiées en sciences. On pourrait faire cette analyse-là, ça pourrait être très intéressant, effectivement. Dans Facebook Corpus, on remarque la même prédominance de grands médias généralistes comme TVA Nouvelles. D'ailleurs, moi, j'ai étudié par ailleurs ce qu'on retrouve dans Facebook de façon générale. Donc, dans une autre étude, j'ai sorti tous les corpus, toutes les pages Facebook dans l'espace francophone canadien, si on veut. Et la place des médias dans cet espace-là est assez grande. Ça m'a étonné. C'est vrai.
entre 10 et 20 de l'ensemble des contenus dans l'espace Facebook francophone sont issus de médias traditionnels. Et dans les pages les plus populaires, la première au Québec, là, au Canada français, c'est une page religieuse, une page évangélique, mais la deuxième, c'est TVA Nouvelles. Et puis dans le top 20, les médias ont, si je me rappelle bien, 9 pages sur le top 20 des pages les plus populaires là, dans l'espace Facebook francophone. Donc, c'est pas ça. Mais c'est donc raison de plus pour mener cette deuxième étape-là que vous suggérez. Avez-vous autre chose à ajouter, Nathalie? Une dernière remarque, par curiosité, mais est-ce que vous avez aussi, parce qu'en tout cas, dans l'espace français, en tout cas, c'est très marqué. Il y a je pense aux études qui ont été menées par rapport aux travaux de Lina et de Julia Cagé, qui a publié un livre là-dessus, sur la place des dépêches d'agence dans ces corpus. Est-ce que j'ai regardé un peu dans les annexes, puis j'ai vu qu'il y avait parfois des formes de mimétisme ou de contenu assez identiques. Et j'imagine que c'est un effet d'agence de presse. Comment traiter en fait également cet effet-là? Parce que pendant la période Covid, là, sans doute, ça a pu avoir un effet peut-être plus fort, je ne sais pas. On a, dans les premières étapes, je me souviens bien, on a émis plusieurs doublons. Mais en autant qu'ils aient été publiés dans la même page ou par le même média. Donc, on n'a pas pu repérer ces agences publiées à la fois dans la presse, dans le Journal de Montréal et ainsi de suite. Alors, mais les doublons que vous avez vus sont surtout dus au fait qu'ils ont TVA et Journal de Montréal, qui sont dans le même conglomérat, publient souvent la même chose, ou Journal de Québec. Mais mon collègue, par ailleurs, Sylvain Rochelot, là, qui nous donne les données gracieusement, il fait exactement une étude à la Julia Cagé là, sur le pourcentage de repiquage à partir des dépêches, ainsi de suite. Oui, il y a des doublons résiduels qui restent, effectivement. Merci. On peut prendre quelques minutes là, pour laisser les gens poser leurs questions. Julien, tu as baissé ta main. Est-ce que tu passes ton tour? Émilien Ruiz. Oui, c'est une petite question complémentaire aux observations qui ont été faites sur les suites possibles. Est-ce que vous envisagez de travailler d'un point de vue un peu plus qualitatif en plus? Parce qu'une question que je me suis posée en vous écoutant, pour faire écho à ce que nous, on a pu observer dans le cas français, c'était une critique assez sévère des médias et de leur façon de traiter l'information scientifique. Et nous, sans l'avoir objectivé du tout, mais vraiment en lisant au quotidien, comme on vous le disait, à peu près tout ce qu'on pouvait lire dans les quotidiens de référence notamment, on a eu un sentiment d'amélioration du traitement de l'information sur les statistiques de mortalité, en gros, pour le dire vite. Est-ce que vous envisagez d'essayer de mesurer ce genre de choses-là à partir de votre échantillon, ou est-ce que c'est en dehors de vos interrogations? Vas-y, Jean-Hugues. La suite possible, c'est toi, ça. More research is needed, comme on dit toujours. Et voilà, quelle direction. Ça serait également ultra intéressant de faire ça. Honnêtement, je vais pas. Je chercherai le temps, par contre, pour se pencher sur faire une étude qualitative avec un corpus aussi grand. Bon, évidemment, on pourrait l'échantillonner, mais ouais, ça pourrait être une avenue tout à fait intéressante. François? Je pense qu'on va être un peu torturé vers où aller après. C'est sûr, de faire la deuxième vague, ça va être super intéressant aussi. On aimerait ça faire du comparable international. Donc, mais merci pour l'idée. C'est à prendre en compte aussi. Merci. Vincent Larivière? Oui, rapidement, dans vos transparents 9 et 10, là, bon, François, tu disais c'est au-dessus de la moyenne. Je suis conscient que c'est une échelle logarithmique, là, fait que les différences visuelles ne sont pas toujours évidentes. Là. Moi, ça me semblait pas mal stable, pour être honnête, là. Mais bon, vous avez dû faire des tests statistiques. Mais ce que je trouvais bien intéressant, c'est dans le transparent 10, où tu vois une oscillation. On voit vraiment des périodes où la science, elle est au-dessus de la moyenne, mais on voit que tout de suite après, ça descend d'autant. C'est comme s'il y avait une saturation assez rapide des enjeux scientifiques. Là, on dit, OK, là, on en a eu assez, là. Donc, il y a comme moins d'engagement. C'est comme si le volume d'engagement possible était limité. Fait que si on en prend plus à un moment donné, on va en prendre moins à un autre moment. Évidemment, il y a peut-être une nécessité statistique derrière tout ça, là. Mais les aspects cycliques, je pense, sont assez intéressants. Ça serait intéressant de voir c'est quoi les nouvelles scientifiques qui avaient lieu quand c'était moins intéressant, puis c'est quoi celles qui avaient lieu quand c'était plus intéressant. Vous avez présenté ce qui est en haut, mais ce qui est en bas aussi, je crois, pourrait être assez révélateur. Non.
Oui, donc effectivement, il faut voir en fait que statistiquement parlant, c'est simplement ces deux bosses-là qui sont significativement différentes des tendances centrales des autres, là. Donc celui-là, effectivement, il y a une oscillation ici, mais ça c'est pas significatif. Puis ce que je vous ai montré juste ici, là, c'est effectivement les pauses qui sont très liées à ces deux pics ici. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là? Effectivement, on pourrait regarder, mais c'est souvent, d'échantillonner ce qui est plate, il y a beaucoup de choses plates. Donc, c'est plus facile d'échantillonner pour savoir qu'est-ce qui a tiré ça vers le haut, parce qu'ici, il y a juste à peu près C'était des 1000 bonnes postes. nouvelles? Je ne Ouais, sais c'est pas, ça. ce serait très intéressant, une excellente question à aller. Moi, je serais très curieux d'aller voir tous ces posts-là, dans cette période-là, voir de quoi, dans les posts scientifiques, de quoi ils traitaient, pour voir, pour essayer d'expliquer pourquoi ils ont suscité moins d'interactions que les deux vagues là, qui ressortent.